Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de grand dialogue qui reçoit les candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali, un programme du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. Aujourd'hui, notre invité est Dr Amandoune Touré, candidat de l'Alliance Kaïra 2018. Avec lui, nous allons parler entre autres de son projet de société, de sa vision d'un Mali émergent, de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ainsi que de la lutte contre la corruption, sans oublier bien sûr les questions relatives à la sécurité. Au micro pour conduire ces débats, Mamadou Touré, moi-même Kolsian Garçou. Le grand dialogue. Docteur Amandoune Touré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question que nous avons posée presque à tous les candidats à quelques semaines du scrutin. Quel est votre état d'esprit ? Eh bien, je suis en état moral très fort. J'ai signé le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, et je suis vraiment très confiant. Mais qu'est-ce qui a motivé votre candidature ? Écoutez, le pays est à un niveau où chaque citoyen doit sentir la responsabilité de prendre les décisions nécessaires pour que notre pays change de direction. Le pays va très mal aujourd'hui. Que ce soit sur le plan social, économique, sécuritaire, et sur le plan même mental, la cohésion du Mali est en danger. Et donc, il est nécessaire pour tout un citoyen de penser à vraiment trouver des solutions. Et vous allez trouver des solutions à cette situation ? Oui, je suis convaincu que j'ai servi mon pays ici au Mali d'abord et aussi au niveau international. J'ai une expérience qui me permet de pouvoir diriger ce pays-là. Je suis confiant qu'il y a encore des hommes et des femmes dans ce pays qui ont envie de redresser ce pays et ensemble on va le faire. Quand vous dites que vous avez servi le Mali, concrètement, qu'avez-vous fait pour le pays ? J'ai travaillé ici pendant 7 ans en tant qu'ingénieur à ma rentrée des études. Et ensuite, j'étais en mission au nom du Mali au niveau international, mission que j'ai accomplie avec beaucoup de fierté. Bien que j'ai réussi cette mission-là, on parle bien de moi et j'étais conscient du fait que si je n'avais pas réussi cette mission, on aurait dit que c'est le Malien, l'Africain, le Noir. Et à cause de ça, je me suis discipliné et j'ai servi au plus haut niveau avec la plus grande conscience et cela a marché. Autre chose, pendant ce service-là, l'opportunité m'était offerte de pouvoir amener des aides et des assistances gratuites pour le pays et je l'ai fait avec toute la volonté. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai été reconnu par 2 chefs d'État qui se sont succédés. Le président Alpha Oumar Konaré m'a décerné un titre de chevalier de l'ordre national et le président Amadou Toumani Touré m'a décerné le titre d'officier de l'ordre national pour des services rendus pour le pays. J'étais fièrement représentant de cette belle nation, mais aujourd'hui nous avons honte de dire que nous sommes maliens, vu la situation actuelle. Vous avez été décoré, vous venez d'en citer 2. Alors, les exemples de vos réussites, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui qu'on peut voir sur le terrain, que le Malien lambda peut voir ? Écoutez, si vous pouvez transmettre cette émission à la télévision et que ce soit vu dans l'ensemble du Mali, c'est grâce au projet, c'est moi qui ai fait le projet de couverture nationale par satellite de A à Z. J'ai fait l'étude de faisabilité, j'ai fait la recherche de financement et la mise en œuvre a été faite sous ma supervision. J'ai contribué beaucoup à cela. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pu faire ici et j'ai contribué beaucoup au développement des technologies de l'information et de la communication, non seulement dans le reste de l'Afrique, mais aussi particulièrement ici au Mali. Quand j'étais à l'UIT, les télécoms étaient au niveau de 5% de taux de pénétration et quand je quittais, ça atteint plus de 70% en 16 ans. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. En plus de cela, j'ai amené beaucoup de partenaires techniques qui ont pu vraiment faire des investissements ici de grande envergure.
Docteur Amadou Touré, vous avez été le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Vous avez achevé brillamment votre passage à la tête de cette institution. On dit de vous également que vous êtes proche de certains chefs d'État africains, notamment le président Kagame. Est-ce que Paul Kagame a servi de repère dans ce parcours que vous êtes en train d'entreprendre dans la politique? Oui, l'expérience auprès d'un chef d'État consciencieux qu'il est, travailleur et avec une tolérance zéro pour la corruption, inspire beaucoup de chefs d'État africains d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, cela n'est pas une mauvaise chose. Et aussi, il y a eu d'autres chefs d'État avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Je ne vais pas les citer ici, mais évidemment, je suis très heureux d'avoir eu cette expérience auprès de certains chefs d'État et voir de près leur façon de penser, leur façon de résoudre les problèmes, leur façon de faire les relations internationales, tirer les bons côtés, les mauvaises expériences aussi. On est après tout dans la société de l'information. Il serait dommage de commettre une erreur déjà commise par quelqu'un par manque d'information dans une société de l'information, ou bien commettre une erreur réinventer quelque chose qui a déjà été inventé. Et donc, au vu de cette expérience, je suis capable justement de faire avancer mon projet de société beaucoup plus vite. Je me suis inspiré non pas seulement des pays africains, mais de certains pays asiatiques qui ont très bien réussi, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, en l'occurrence la Corée du Sud ou la Malaisie, qui ont de très belles expériences dans plusieurs domaines, qui ont réussi. Des pays comme la Corée du Sud qui n'ont rien comme ressources naturelles et qui ont la seule ressource naturelle, c'est leur cerveau, et ils l'ont utilisé brillamment grâce aux technologies de l'information et de la communication. Et je me crois capable justement de pouvoir faire la même chose au Mali ici. Surtout, j'ai beaucoup confiance à la jeunesse malienne qui est très brillante et qui est en recherche d'emploi aujourd'hui. Le chômage des jeunes est une de mes préoccupations, c'est d'ailleurs un de mes programmes principaux. On en reparlera plus tard. Mais cette jeunesse-là peut être utilisée justement si on peut les réformer dans beaucoup de domaines. On peut créer des emplois pour eux, on peut faire d'eux des entrepreneurs. Mais cela demande un certain nombre d'appuis des gouvernements. Et j'ai aidé plusieurs gouvernements à le faire dans le passé. Et donc, je suis capable de le mettre en œuvre ici au Mali. La Corée du Sud et puis la Malaisie sont des exemples emblématiques de l'émergence des pays du tiers-monde, même s'ils sont en Asie. Est-ce qu'avec un pays comme le Mali, qui enregistre un fort taux d'analphabétisme, est-ce possible d'en faire un pays émergent? Oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est ça le slogan de l'Alliance Kaira, tout est possible, justement. D'abord, il faut la formation à tous les niveaux. La formation continue pour les fonctionnaires, la formation des paysans dans leur zone et la formation professionnelle. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir un doctorat. Chaque citoyen, à partir de son niveau de formation, peut avoir un certain type de travail. Et si on le canalise très bien, on peut faire des menuisiers, des mécaniciens, des maçons, des électriciens, au fur et à mesure qu'on avance. Et dans les zones rurales, le secteur de l'agriculture est le plus grand pourvoyeur de travail aujourd'hui. Donc, nous pouvons faire une réforme agraire s'avère nécessaire dans notre pays, ce qui aurait dû être fait pendant les 5 dernières années. Mais nous avons mis la priorité sur un seul secteur, alors qu'un gouvernement doit mettre la priorité sur tous les secteurs. Pour être considéré comme un boss au Mali, par exemple, il faut travailler dans un bureau. La preuve est que quand on demande même à certains étudiants que voulez-vous faire, ils ne vont jamais vous dire que je vais être maçon, je vais être mécanicien ou autre. Pourtant, vous êtes en train de proposer à ces jeunes-là, aux Maliens, que vous allez leur offrir un emploi comme être mécanicien. Est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter cela? C'est l'heure de temps. Il y a des mécaniciens en ville qui s'enrichissent. Beaucoup, mais ceux qui sont en train d'étudier aujourd'hui ne pensent jamais à ça. Comment allez-vous faire pour changer cette mentalité? Ceux qui ont étudié aujourd'hui à un certain niveau, qui continuent après le baccalauréat à l'université, ont d'autres branches qui suivent. Mais ceux qui arrêtent à partir de la 9e année doivent avoir des boulots qui correspondent à leur niveau. Et cela, on peut le faire. Et c'est des boulots décents qui peuvent avoir des revenus décents. Ceci dit, nous devons surtout mettre l'accent sur l'entrepreneuriat. Donner cette culture d'entrepreneuriat qui est, je le dis toujours, qui est basée sur le risque, qui est basée sur le courage de créer une entreprise et de s'enrichir. Faire apprendre à nos jeunes qu'on ne s'enrichit pas avec son propre argent, on s'enrichit avec l'argent des autres. Leur donner des exemples d'autres personnes qui ont réussi
avoir le coaching et le mentoring. Expliquez un peu. On ne s'enrichit pas avec son propre argent. On s'enrichit avec l'argent des autres, évidemment. Expliquez. Évidemment, si vous avez un bon projet, vous allez avoir des financements et qui va faire multiplier cet argent, ces fonds-là. Et donc, si vous avez un bon projet, vous avez toujours des financements. C'est mon expérience dans le monde international. C'est le vôtre, mais beaucoup de Maliens aujourd'hui pleurent en disant qu'ils ont des projets qu'ils déposent dans certaines administrations. Soit le projet n'est pas financé, ou après le projet est réalisé, mais pas par eux. C'est une raison pour laquelle je me présente justement, parce que je vois que ces jeunes-là ne sont pas traités, bien traités. Il y a une injustice sociale aujourd'hui. Il n'y a qu'une élite qui a accès à des grands projets, qui a accès à des grands financements. Regardez autour de vous à Bamako, certains grands projets et demandez à qui ils appartiennent. Vous le savez. Vous savez que c'est bien des gens qui n'avaient pas un rond il y a juste 5 ans. Et donc, il y a une mauvaise répartition des ressources dans ce pays-là, un mauvais accès. Quand vous avez besoin, vous voulez chercher du travail ici au Mali aujourd'hui, on vous demande qui vous a envoyé, qui vous connaissez. Alors que dans des autres pays, quand vous venez pour une demande d'emploi, on vous montre vos diplômes, on vous demande, laissez le diplôme à côté, montrez-nous ce que vous connaissez. C'est ça, justement, qu'on doit revenir à cela. Et c'est ce qui manque dans le pays aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je viens en champion pour défendre la cause des jeunes. Des jeunes qui n'ont pas besoin de connaître quelqu'un pour avoir un travail décent. Et aussi, il faut que les salaires augmentent. On ne peut pas arrêter la corruption dans un pays où les salaires sont à un niveau très bas. Vous allez augmenter le salaire des Maliens? Et il le faut. Regardez, et c'est possible, l'argent est là. Le taux de recouvrement de nos recettes fiscales est à 36% aujourd'hui. Il est de 98% dans certains pays qui ont utilisé certaines normes et certaines technologies. Vous êtes en train de faire une comparaison entre des pays et le Mali. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Évidemment, aucun contexte n'est jamais le même. Mais le Mali doit changer de mentalité. Il y a certains contextes qui sont valables dans tous les pays. Surtout si vous comparez des pays africains avec des pays voisins. Le Mali a les plus bas salaires dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Cela n'est pas normal. Et comment voulez-vous arrêter la corruption pour un policier qui gagne 90 000 francs, 3 000 francs par jour? Comment voulez-vous qu'un infirmier qui ne gagne que 60 000 francs puisse... un exemple, au lieu de 90 000 francs, vous allez donner combien aux policiers? C'est un exemple. Au moins, ce salaire doit être doublé. 180 000 francs pour les policiers. Au moins. C'est ce que je vois comme repère. Docteur Touré, vous serez le 29 juillet prochain face à certains candidats qui ont fait de la politique leur métier. Quelles sont vos chances de l'emporter? Écoutez, le Malien a besoin aujourd'hui d'un homme nouveau, un homme qui n'a pas été trempé dans la corruption, un homme qui n'a jamais été mêlé dans le mensonge que nous voyons aujourd'hui. Partout où j'ai sillonné le Mali, les gens me disent, écoutez, moi j'ai arrêté de faire la politique. Parce que leur définition de la politique est liée maintenant au mensonge et à la corruption. Et c'est ça justement le malheur. Et quelqu'un comme moi qui n'a pas fait la politique, je leur dis, moi, je n'ai pas fait la politique dans le passé. Je n'ai pas fait la politique. J'ai tort de ne l'avoir pas fait. Parce que ne pas faire la politique aussi est une politique, mais c'est une mauvaise politique, parce que tu te finiras par te faire diriger par n'importe qui. Et donc, je les encourage à revenir. Et je vois aujourd'hui une motivation. Partout dans le pays, il y a une envie de changement. Et ce désir de changement, on va le continuer jusqu'au 29 juillet et on va faire une grande surprise cette année. Et le Mali souffre également de l'insécurité. Le Nord, maintenant, ça se déplace dans le centre du pays. Alors, si vous êtes élu président de la République, par quel bâton magique ou quelle est votre recette pour remédier à ces problèmes? Il n'y a pas de recette magique. Il faut d'abord attaquer le mal à la racine. C'est le sous-développement, la pauvreté, qui est un champ fertile pour recruter des djihadistes potentiels. Le chômage, qui est une bombe à retardement pour nos jeunes, car ils seront prêts à tout pour pouvoir survivre. Et si leur vie n'a pas de sens, la mort n'aura aucun sens pour eux. Et donc, ils seront prêts à traverser les déserts et les mers. Alors, il faudra aussi s'attaquer aux problèmes de sécurité en armant correctement et en formant nos services de défense et de police. Mais aussi, il faut surtout trouver des moyens de dialogue.
Il y a aucune guerre ne se termine seulement par les armes. Il faut le faire par la négociation. Et j'ai proposé dans mon projet de société une conférence nationale de réconciliation nationale, la paix des braves, dans moins de 100 jours après ma prise de fonction. Et cette conférence se tiendra ici au Mali. J'ai toujours déploré le fait que dans les négociations des années précédentes, nous avons eu toujours à aller négocier nos projets ailleurs. Je n'ai rien contre les villes où on a fait ces accords-là, mais le fait, je dis tout simplement qu'il y a suffisamment de villes ici au Mali. Et on a des traditions, une tradition basée sur le cousinage, le fameux Sinangouya, une tradition basée sur l'accent sur les leaders traditionnels, et aussi les chefs traditionnels et aussi les leaders religieux qui peuvent jouer un rôle de stabilisateur dans notre société, qui l'ont joué, leurs ancêtres parlaient ensemble et donc ils peuvent encore amener notre société à nous amener et rétablir la paix au Mali ici, entre Maliens. Les pays où nous sommes partis, quand ils ont eu leur guerre, ils l'ont résolu chez eux. Au Burkina tout près, quand on a eu l'accord de Ouaga, je le critiquais à l'époque, je disais pourquoi vous n'avez pas pu faire ça ici? Évidemment, quand les Burkinabés ont eu leurs problèmes, ils l'ont résolu chez eux, sans interférence. L'Algérie a eu 10 années de guerre, de rébellion. Ils ont pu le résoudre chez eux. Nous avons toujours tendance à aller ailleurs pour aller résoudre nos problèmes. Et moi, je dis, non, il y a des villes au Mali et nous allons pouvoir s'asseoir à table et rétablir la confiance. Les discussions pendant ces accords n'étaient pas des discussions, c'était des monologues. On va parler de cet accord tout de suite, mais on est en train de parler de la sécurité. Le phénomène le plus inquiétant dans le centre du Mali aujourd'hui, c'est le conflit intercommunautaire. Vous n'en parlez pas. Est-ce un oubli? Non, là, j'ai lu le conflit intercommunautaire tire sa racine d'abord de certains problèmes liés à la transhumance. Depuis les années 60, on a toujours eu chaque année, entre le mois d'avril et mai, les batailles entre les Peuls et les Bambara, ou les Peuls ou les paysans, les Peuls et les chasseurs. On l'a eu chaque année, c'est la même période. Il suffit d'étudier pourquoi à cette même période. Pourquoi ça ne se passe pas au mois de juin, en juillet? Pourquoi ça ne se passe pas en janvier? Parce que c'est une période de transhumance, c'est une période de clash et de passage des animaux. C'est une période où il manque d'aliments à cause de la saison sèche. Et donc, il faut attaquer le mal à la racine, il faut chercher suffisamment de stockage, il faut faire des corridors de passage du cheptel pour éviter les conflits. Et des investissements de ce genre-là peuvent être faits. Il faut créer des usines de lait et des abattoirs frigorifiques dans ces zones-là afin de pouvoir faire une meilleure exploitation de nos biens. Il faut former les gens, créer des emplois. Donc, ce phénomène-là va continuer tant que nous n'essayons pas de résoudre les problèmes économiques. Tous les problèmes d'ordre sécuritaire que nous avons eus dans le passé, pour moi, ils tirent leurs racines dans la pauvreté qui devient un terrain fertile pour le recrutement de djihadistes. Si vous êtes élu président de la République, qu'est-ce que vous allez faire de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et quelles vont être vos relations avec l'Algérie voisine qui a toujours eu des relations, je le disais à tous les candidats, tantôt froides, tantôt chaudes avec le Mali? Écoutez, les accords internationaux, une fois signés, sont faits pour être respectés. Le Mali doit être un État de droit. Nous avons... Mais le Mali l'a ratifié, a signé cet accord en position de faiblesse, et quand ça n'allait pas dans le nord du pays. Oui, c'est vrai. Mais il faut appliquer. Quand les prédécesseurs ont signé quelque chose, il faut le faire. Il faut essayer de l'améliorer. Même si ce n'est pas bon pour le pays. Même il faut essayer de l'améliorer. Et c'est pourquoi je parle de dialogue national. Ce dialogue national-là aboutirait peut-être à une révision totale de cet accord-là. Mais sans le remettre en cause. Dans cet accord-là, le premier article nous dit l'unicité du Mali est là. Ça, c'est un point essentiel qui n'est pas négociable et c'est le cas là-bas. Tout le reste peut être négocié. L'erreur qui a été commise, c'est de profiter d'un accord, de faire d'un accord la mise en place d'une nouvelle constitution. Alors que c'est l'ancienne constitution c'est un référendum qui devait
approuvé cet accord-là avant même qu'il ne soit signé. Donc, il y a eu la charrue avant le bœuf. Et ce qui a fait que nous sommes arrivés à ce niveau-là où le projet de nouvelle constitution n'a pas pu passer. Et donc, moi, je suis persuadé que nous pouvons vraiment résoudre ces problèmes-là. Nous pouvons commencer à faire la mise en œuvre. Pourquoi la mise en œuvre n'a été faite ni d'un côté ni de l'autre? Parce qu'il n'y a aucune confiance. Les accords ont été signés, et comme je l'ai dit, dans une phase de monologue, sans confiance entre les parties. Il faut donc recréer cette confiance-là pour qu'on puisse avancer. Vous êtes en train de dire que... avec l'Algérie, vous n'avez pas répondu à cette question. Oui, l'Algérie, c'est un pays voisin. L'Algérie qui est un pays qui a été aidé par le Mali à son indépendance. Ah, mais même si officiellement on n'en parle pas dans les coulisses, dans la rue, on entend l'Algérie a servi des bases arrières à des groupes djihadistes ou des rebelles qui déstabilisent le pays. Le Mali doit faire cas de ceci. Vous savez, dans les relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que leurs intérêts. Et il faut le mettre en place. Il faut être très clair avec tout le monde. Mais ceci dit, si vous êtes en position de faiblesse, vous ne pouvez rien négocier. Nous devons dire la vérité à l'Algérie. Nous devons travailler avec l'Algérie. On est des pays voisins. On ne choisit pas ses voisins. Nous sommes des voisins, nous sommes appelés à travailler ensemble. Voyez-vous, dans le Nord, aujourd'hui, tous les produits viennent de l'Algérie. Et c'est pourquoi cette partie du pays ne se sent même pas partie du Mali. Donc il n'y a pas que ces problèmes-là. Il y a aussi des avantages de travailler avec les voisins. Mais ceci dit, il y a une route de la drogue qui passe dans le nord du Mali vers l'Algérie qui doit être cernée. Ce n'est pas un problème d'indépendantisme ou autre, mais c'est tout simplement du banditisme et de la drogue. Et ceci doit être résolu de façon très sérieuse et sans hésitation. Comment? Mais ça, il faut qu'il y ait une coopération très franche entre les différents services de renseignement et puis une bonne coopération. Très franche, vous pensez qu'elle est très franche, cette coopération? Oh, je pense qu'elle n'est pas franche actuellement. Et il va falloir le dire et le redire et faire en sorte que tout le monde y bénéficie. Je crois que personne n'a intérêt à ce que cette partie du monde de l'Afrique soit déstabilisée. Donc chacun a intérêt à ce que ça soit résolu. Et vos relations avec la France? Avec la France? Oui. Allez-vous garder l'accord militaire, par exemple, de coopération militaire entre le Mali et la France? L'accord militaire entre le Mali et la France nous engage pour une certaine période. À la fin de cette période-là, on va voir si cet accord-là nécessite d'être reconduit. Cela se fera seulement si notre armée n'est pas en mesure de servir notre sécurité. L'est-elle en ce moment? Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi il faudra former cette armée-là, il faudrait l'équiper et puis faire des accords avec d'autres pays. On ne va pas se limiter à un seul pays pour faire des accords. Il y a un certain nombre de choses en place. Le G5 Sahel est une très bonne initiative qui commence à prendre le pas, qui permettra à chacun de ces pays-là de pouvoir libérer la France de certaines obligations. Quand même, on ne va pas rester sous les ailes d'un autre pays à chaque fois que ces pays-là aient leurs citoyens qui viennent se tuer chez nous. Non, il faudrait qu'on prenne nos propres responsabilités. Le G5 Sahel est presque entièrement financé par les bailleurs des fonds internationaux, notamment la France. C'était le cas pour l'Union africaine. La main qui donne le dessus de celle qui reçoit. Est-ce que vous allez pouvoir vous départir de la France si facilement? Moi, je pense qu'il y a suffisamment de moyens chez nous pour pouvoir nous financer. Seulement, les moyens sont détournés pour des fins illégales. Quels sont ces moyens? Justement, on en a plein de moyens. Je vous dis qu'il y en a un taux de recouvrement de nos impôts, de nos impôts et douanes de 36%. Ce qui fait que nous avons, on peut atteindre un taux de 98% si on utilise certaines méthodes de recouvrement. Et ça se fait dans certains pays voisins, des pays africains. Vous avez parlé de la sécurité. Quels sont les autres grands axes de votre projet de société? L'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes est le challenge le plus grave que tout pays doit faire face. Et l'emploi des jeunes est une responsabilité de l'État. Vous devez mettre en place une politique qui conduit à cela. Évidemment, l'État ne doit pas les employer tous, mais créer les conditions pour cela. Les conditions de l'entrepreneuriat, par exemple, les conditions pour le secteur privé pour pouvoir évoluer. Le Mali n'est pas un des champions dans le doing business. Nous sommes parmi les derniers en Afrique. Et ça, ce n'est pas normal.
On ne peut pas créer une société ici en une semaine. On ne peut pas créer une société même en un mois. Nous avons vu des candidats promettre des milliers d'emplois aux jeunes. Certains même promettent un emploi à chaque jeune. Vous, qu'est-ce que vous promettez aux jeunes? Non, je veux créer les conditions pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et pour les jeunes qui ne veulent pas être entrepreneurs? Ben, écoutez, forcément, tout le monde ne va pas être entrepreneur. Ceux qui ne veulent pas être entrepreneurs seront employés par les entrepreneurs. Et c'est ça, justement, la règle du jeu. Tout le monde ne veut pas l'être. Et ceux qui ont le courage de le faire ne doivent pas être découragés. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat demande une certaine culture, une culture du risque. D'abord, prendre le risque d'aller déposer sa demande, d'abord pour création d'emplois, de sociétés et d'entreprises, et aussi chercher les fonds, défendre son projet et chercher un mentor. L'État doit créer ces conditions-là. L'État peut créer des conditions au lieu de prendre l'argent des entreprises aujourd'hui pour la pêche. On peut leur dire employer 1 ou 2 personnes et on vous donnera le rabais d'impôt en conséquence. On peut demander à ces entreprises-là d'être le mentor pour des jeunes qui vont créer une nouvelle société dans leur domaine et pouvoir les abriter au moins pendant quelques mois avant qu'ils ne commencent à voler de leur propre aile. On peut ainsi réduire les risques d'échec pour ces compagnies-là. Il y a toujours un taux d'échec, mais ce taux d'échec ne devrait pas être un frein. Au contraire, dans certaines sociétés plus développées, d'ailleurs, le fait d'avoir fait faillite 1, 2 ou 3 ou 4 fois est plutôt une nouvelle expérience qui fait de vous un homme recherché par des banquiers pour vous donner de l'argent parce qu'ils savent que vous savez plusieurs façons de ne pas commettre une erreur. Et donc, vous allez avoir du succès la prochaine fois. Mais votre proposition concernant l'emploi pour les jeunes, est-ce qu'elle ne concerne pas beaucoup plus le centre urbain que les zones rurales? Non, justement, l'agriculture est un des domaines les plus pourvoyeurs d'emplois, je l'ai dit. Donc, dans les zones rurales, il y a plein d'opportunités afin d'éviter l'exode vers les zones urbaines. Quelles sont ces opportunités? L'agriculture a tellement d'opportunités. Regardez, nous sommes à la période des mangues aujourd'hui. Et les mangues pourrissent dans les champs. Il y a rarement on n'en voit pas les usines de jus de mangue. J'ai acheté le jus de mangue récemment, ça venait d'Algérie. Vous pensez que la mangue pousse là-bas? Non. Et donc, je vous dis, il faudra créer des unités de montage, des unités de fabrication, des unités des usines dans chaque région, dans chaque sous-région. Et ça, si on le fait, on encourage l'emploi au niveau local. On encourage l'enrichissement local et aussi on crée les conditions pour que les hommes restent là-bas dans leur zone. Ça, c'est ça justement une politique de développement d'un pays. Et donc moi je dis, au lieu de dire un jeune un emploi, je dis une région, une usine, par exemple. Ça suffira. Et je voudrais que... Non, c'est juste un début. Sinon, la même région peut avoir plusieurs usines selon les différents types d'agriculture ou d'industrie dont les opportunités sont là dans la région. Et cela nous permettra aussi de faire une compétition entre les différentes régions. Car je voudrais que 30% des recettes fiscales de chaque région soient réutilisées pour le développement de cette même région. Vous allez me dire certainement que, ah oui, cela favorisait certaines régions plus que d'autres. Je vous dirais non. Parce que quand Dieu créa l'homme sur terre, il lui a donné suffisamment sous terre et suffisamment sur terre pour survivre. Il y a des richesses partout, il faut aller les chercher. Dans le domaine de la santé. Est-ce que les recettes fiscales, celles suffisent à financer votre vaste projet, programme des sociétés et de développement notamment dans un pays comme le Mali où le budget dépend presque de moitié de l'aide internationale? Comment allez-vous faire pour financer tous ces programmes? Non, vous savez, moi j'ai toujours été contre l'aide internationale. Donc je suis un champion de se suffire soi-même, de croire en soi-même, à ses capacités.
Je l'ai toujours dit, nous avons toujours tendance à prendre la communauté internationale. Juste pour comprendre, Dr Touré, vous avez dit au début de cette émission qu'on ne s'enrichit pas avec son propre argent, on s'enrichit avec l'argent des autres. Oui. Et tout de suite, vous dites que vous êtes contre l'aide internationale. Oui. Vous pensez qu'il faut compter sur soi-même. Non, ce n'est pas l'aide, mais le commerce. C'est justement, je veux du commerce. Je veux, c'est not aid, but trade, comme le disent les Américains. Nous ne voulons pas de l'aide, mais nous voulons du commerce, un commerce équitable. Acheter nos produits à leur valeur réelle, et puis nous allons nous enrichir aussi avec votre argent, si vous l'achetez. Et vous nous vendez nos produits. Et regardez, prenez le cas du coton. Est-ce que le Mali va s'enrichir, se développer avec son propre argent ou avec l'argent des autres? Oui, nous sommes le premier producteur africain de coton. Mais seulement 2%. Nous avons de l'or ici. Le coton est transformé sur place. Le coton n'est pas transformé sur place. Vous portez des basins aujourd'hui qui ne viennent pas d'ici. Hein? Une partie de la graine de notre coton est exportée, est partie avec le coton. Cela n'est tolérance 0% doit sortir du pays parce que tu sors non seulement de l'huile, mais du savon, mais aussi le résidu est le meilleur aliment bétail. Et tu résous le problème dans le Massina où, pendant la transhumance, justement, ils ont un problème de sécurité alimentaire pour les animaux. Il faut donner notre graine de coton à ces animaux-là. Cela ne suffira pas, mais il faudra encore produire d'autres façons d'avoir l'aliment bétail, mais créer les conditions pour cela. Et les zones que l'on peut irriguer dans la région, peuvent servir pour que, pendant cette transhumance-là, on n'en a jamais fait une politique nationale. Ça, je le ferai. Qu'est-ce qu'un chef d'État malien a à faire à se promener en dehors du Mali au mois de juin? Il doit être plutôt dans le Massina. Il doit être à Ségou et à Sikasso pendant la période des semences pour s'assurer que tout se passe bien. Faire même le conseil des ministres dans ces zones-là et de façon à pouvoir donner un stimulus à l'économie locale. Et cela n'existe pas. Mais quelle est la place des femmes maintenant dans votre projet de société? On sait qu'au Mali, comme partout dans beaucoup de pays africains, elles sont victimes de discriminations, de violences. Il y en a eu des cas de décès au Mali. Est-ce que vous allez faire pression, si vous êtes élu président et que vous avez la majorité au Parlement, de faire voter une loi qui protégerait mieux les femmes au Mali? Il faut une tolérance zéro pour l'exploitation ou les crimes contre les femmes. Tolérance zéro, c'est tous les crimes d'ailleurs, ce n'est pas contre les femmes seulement. Donc une tolérance zéro, c'est pourquoi je parle de justice sociale. On ne peut pas développer une société sans justice sociale, sans un système judiciaire fort, sans un leadership qui démontre l'exemple. Pour que le système judiciaire soit fort, il faut que le leadership montre l'exemple en tout lieu et en tout temps. Il commence par soi-même. Et donc, cette discipline-là doit être rétablie au Mali ici. Ceci dit, j'ai toujours parlé de la parité homme-femme, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit les ambassadeurs, toutes les nominations que je ferai, il y aura une parité homme-femme. 50-50 ? 50-50. Déjà, c'est encore déséquilibré parce qu'il y a 51% de femmes. Donc, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et on ne va pas me parler de compétences ici. Les quotas, il les faut souvent pour pouvoir avancer parce que ce n'est pas une question de compétences. Vous n'allez pas me dire que les femmes sont moins compétentes que les hommes? Non. Au contraire, quand vous allez à des cérémonies de graduation des universités, vous trouverez que les premiers sont toujours des femmes. Les premières, je dirais, sont toujours des femmes et des filles. Et ça, on le voit. Donc, nous savons que à opportunité égale, la femme va pouvoir briller même plus que les hommes. Et surtout dans certains domaines, tels que le domaine que je connais le mieux, les technologies de l'information et de la communication, le cerveau de la femme est même est multitask, comme on le dit, qui permet de réfléchir à plusieurs choses à la fois, contrairement à l'homme qui réfléchit de façon séquentielle. Et les technologies de l'information, le développement de logiciels est fait de façon multitask. Et donc, elles sont beaucoup plus habilitées à pouvoir même progresser dans ce domaine-là si on les encourage. Et mieux, compte tenu des conditions de notre société où les femmes sortent moins que les hommes, mais on peut travailler de ce soir tranquillement. Une femme peut le faire et s'enrichir devant son ordinateur et donc en utilisant la puissance de son cerveau.
Et ça, il faut créer les conditions pour cela. Il faut que l'État non seulement les encourage, fasse des cyberparcs dans chaque ville, dans chaque région, c'est ce que je ferai, et aussi donner l'opportunité pour que la propriété intellectuelle soit protégée pour les nouvelles découvertes ou inventions que ces jeunes feront. Vous savez, dans chaque cyberparc, les jeunes viendront avec des solutions, des logiciels. Le développement de logiciels est le meilleur exemple. Il y a des centaines de milliers de logiciels qui n'ont jamais été inventés, qui ne seront jamais inventés si ce n'est pas par des Africains, parce qu'un logiciel, c'est quoi? C'est une solution locale à un problème local. Et donc, il y a des problèmes qui n'existent qu'en Afrique et donc qui ne peuvent être résolus ailleurs. Regardez l'exemple de la monnaie mobile. M-Pesa a été inventé au Kenya et en Ouganda par des gens qui veulent transférer des petites sommes d'argent, 2 $, 3 $, et qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'existent même pas dans la chaîne économique. Et donc, qui ont décidé de voir une solution où ils peuvent transférer l'argent avec leur téléphone portable. Mais docteur Touré, vous êtes en train de proposer des solutions. Oui. Le citoyen lambda au niveau local, à Tombouctou par exemple, va entendre ces propositions. Déjà, la première question qu'elle va se poser, que ce citoyen va se poser, c'est de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce que vous pensez que la mentalité malienne est assez mûre, que le Mali est assez développé, qu'on est arrivé à ce stade? Écoutez, en 2006, j'ai installé le premier télécentre à Tombouctou. C'est moi qui l'ai installé. Mais quand vous parlez de cyberparc, par exemple, est-ce qu'ils connaissent ça? J'ai installé le premier télécentre informatique à Tombouctou. Et le deuxième à Sévaré, le troisième à Sikasso. À travers les aides d'un ami qui m'a proposé $1 million pour m'aider. Et je le dis, c'est $1 million, on va acheter des équipements pour des villes du Mali. Et on l'a fait. Mais est-ce que ces exemples sont transposables en milieu rural? Je vous dis exactement, le directeur général de Swisscom en Suisse, qui était content des rapports que nous avions et voulait m'aider. Et je lui dis, on peut aider mon pays. Et donc, et je sais, les jeunes de Tombouctou étaient très brillants dans ce domaine-là. Vous savez, ce domaine-là n'a que seul moteur, le cerveau humain, et c'est la seule ressource naturelle qui est équitablement distribuée dans le monde. Est-ce que ces modèles, ces exemples-là sont transposables en milieu rural? Oui, en milieu rural, ils ont des problèmes très clairs qu'on peut résoudre, qu'on peut faciliter dans l'agriculture, l'accès de leurs produits au monde international, grâce aux technologies de l'information et de la communication. Même pour un paysan malien lambda, même lire une notice est un problème, le lire en français. Oui, comment va-t-il s'y prendre? Il faut des jeunes qui vont les aider. C'est des jeunes qui vont créer des entreprises pour faire cela. Et donc, vont être des facilitateurs. Mais qu'est-ce qui le fait pour eux maintenant? C'est des compagnies européennes qui le font maintenant. Et donc, pourquoi ne pas donner l'opportunité à nos jeunes pour créer, inventer et rester chez eux? Et c'est ça, justement, qu'il faut transférer. La puissance du cerveau humain, le cerveau est la seule ressource naturelle qui est équitablement distribuée dans le monde. Il n'y a pas une race, une culture qui en a plus ou moins. Et donc, il faut exploiter ces cerveaux-là. Comme je vous l'ai dit, c'est le cas de la Corée du Sud, qui n'a aucune ressource naturelle et qui parle la puissance de leur cerveau. C'est ici au niveau de numéro 1 mondial dans certains domaines aujourd'hui. La Corée du Sud qui exploite le coton que nous produisons. Ils ne produisent aucun gramme de coton. Un pays comme le Mali qui importe la friperie, vous êtes le premier producteur africain de coton et vous importez encore la friperie. Et le kilo de friperie, je vous dis, coûte plus cher que le kilo du coton que nous avons exporté. C'est ça qui est dommage. Et la friperie, c'est quoi? C'est les habits dont les Occidentaux, que les Occidentaux ont portés, ils sont fatigués de les porter, ils nous les renvoient ici, on les revend, on prend l'argent qu'ils nous ont donné pour notre coton. C'est ça qui est dommage. D'accord. Docteur Amadou Touré, il ne nous reste pas plus que 7 minutes. Alors, si vous êtes élu président de la République, quelles vont être vos 3 premières décisions? Il y a un certain nombre de décisions stratégiques que je ne me permettrai pas d'évaluer ici parce que c'est du point de vue sécuritaire. On n'en parle pas. C'est comme un jeu d'échecs. Je trouve que dans ce monde-là, la sécurité, c'est comme un jeu d'échecs. Et vous ne pouvez pas vous permettre de penser tout haut et espérer gagner. Ou demander à l'adversaire de vous aider à faire le mouvement et espérer gagner. Et donc, les questions de sécurité de notre pays, c'est pour nous. On va faire ces stratégies-là chez nous, ici, le moment venu. Ceci dit, je vais mettre un accent sur le développement économique du pays parce que la racine du mal se trouve dans la pauvreté. Et il faut des actions concrètes pour cela, pour éliminer le mal partout où il est.
Il faut que les revenus augmentent et très rapidement. Il faut qu'on trouve une solution pour nos jeunes pour qu'ils aient des emplois. Il faut que les femmes dans les zones rurales aient l'opportunité d'avoir accès à des microcrédits pour travailler. En leur faisant confiance, elles peuvent vraiment se développer. Et je dirais qu'une de mes priorités, je l'avais déjà dit, d'organiser une conférence nationale pendant les 100 premiers jours, une conférence de réconciliation où on aura la paix des braves, qui nous permettrait de pouvoir voir comment nous pouvons appliquer les accords déjà signés. La troisième? La troisième, c'est évidemment l'éducation. L'éducation qui est la base de tout. Grâce à l'éducation, vous pourrez avoir une bonne santé. Grâce à l'éducation, vous pourrez avoir un développement économique. Grâce à l'éducation, vous pouvez aussi servir le monde entier. Maintenant, ceci dit, la santé aussi est un axe important. J'ai toujours critiqué le fait que les leaders africains, ce n'est pas ici au Mali seulement. Quand je le dis, certains pensent que je critique X ou Y. C'est un problème africain. Je l'ai toujours critiqué. C'est inacceptable que nos dirigeants vont se soigner à l'extérieur du pays et en Europe, alors que, ou bien souvent même des pays voisins. Hein? On envoie tout le temps des malades en Tunisie ou au Maroc. Mais ces pays-là étaient au même niveau que nous en 1960. Pourquoi on n'a pas fait une politique pour développer notre santé? Et chaque fois qu'on envoie un chef d'État va se soigner à l'extérieur du pays, le prix du kérosène seulement permettrait de pouvoir acheter les équipements dont il avait besoin. Il s'en servira ici et ça servirait aussi aux patients dans les zones rurales. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le pays ne peut pas se permettre de faire évacuer nos malades à tout moment. L'argent qui est prévu pour cela sera utilisé pour acheter les équipements. Il faut former nos médecins. Il y a des jeunes médecins qui sont au chômage aujourd'hui. Des jeunes médecins. Pour un pays qui a plus de 200 000 patients par médecin. Un médecin va à la retraite à l'âge de 62 ans. Vous avez parlé de la réduction du train de vie de l'État. Comment allez-vous faire? Mais il faut éliminer la... C'est la corruption, tout simplement. Je prends le cas d'un service, le service de l'hydraulique. Aussi simple que ça. Le service de l'hydraulique qui a un budget de 15 milliards par an. Je divise ça par le nombre de puits ou de forages qu'ils auront fait par an. Et je verrai s'il y a raison de garder ce budget pour eux ou bien de donner cet argent-là au secteur privé pour pouvoir faire les forages nécessaires. L'eau potable manque dans les zones. À Bamako, ici, le vendredi passé, j'ai inauguré un forage que j'ai offert dans un quartier de Bamako, 58 ans après l'indépendance, à Nafadji. Vous croyez que c'est normal? Non. Nous devons refaire nos calculs. C'est pourquoi on va faire l'état des lieux. Après avoir pris fonction, on va faire l'état des lieux pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où en sommes-nous et où est-ce qu'on veut aller. Et on va le faire avec le peuple. C'est pourquoi mon projet de société était plutôt un manifeste qui donne des principes directeurs de leadership par la transparence, le leadership par l'exemple, des principes d'équité et de justice sociale avec lesquels on pourrait mettre en œuvre n'importe quel programme de développement. Vous avez vu beaucoup de programmes de développement depuis l'indépendance, ils n'ont pas été réalisés. Pourquoi? Parce que ça n'engage que ceux qui y croient en réalité. Il faut appliquer ces principes-là d'équité et de justice sociale pour pouvoir avancer. Et c'est ça que je ferai quand je serai élu président de la République. Docteur Amandoune Touré, à vous entendre parler, hein, vous prenez une gouvernance vertueuse, on sent la sobriété. Personnellement, si vous êtes élu président de la République, accepteriez-vous qu'un membre de votre famille occupe une fonction officielle? Non. Même vos enfants? Aussi simple que ça. Non, mes enfants, aussi simple que ça. Vous avez eu le choix de le faire. Pourquoi vos enfants ne doivent pas avoir ce choix? Vous avez eu le choix de le faire. Pourquoi vos enfants ne doivent pas avoir ce choix? Dans le gouvernement, il y a un conflit d'intérêts. Et donc, cela peut éviter, mes enfants peuvent faire autre chose. Une dernière question en 30 secondes, puisqu'il nous reste 1 minute pour terminer. Docteur Amandoune Touré, irez-vous à Kidal? Êtes-vous déjà allé à Kidal ou pas pour faire campagne? Ah, je garde le secret. Merci d'avoir accepté de répondre, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce grand dialogue qui recevait Dr Amandoune Touré, candidat de l'Alliance Kaïra 2018 à l'élection présidentielle du 29 juillet. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. Très belle soirée, à demain.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.